Monsieur le Président, mes chers collègues, en février 2013, le Conseil économique et social européen affirmait avec justesse « L'énergie est un bien commun, essentiel, qui permet à chacun d'avoir une vie digne ». Pourtant, la précarité énergétique est le quotidien de plus de 50 millions d'Européens. La difficulté pour ces personnes de payer leurs factures énergétiques, voire leur accès limité à une énergie suffisante, représente un drame quotidien. Elle constitue un facteur supplémentaire de fragilisation pour des ménages déjà durement touchés par la crise économique. Pour lutter contre cette précarité, il convient d'agir sur deux éléments. Le prix de l'énergie, qu'il s'agisse du chauffage ou du carburant nécessaire à la mobilité des ménages. Il dépend bien sûr de choix énergétiques et budgétaires propres à chaque pays. Mais il est également soumis trop souvent à des intérêts géostratégiques. Si les droits des fournisseurs doivent être respectés, l'accès à l'énergie ne devrait jamais servir des intérêts politiques, tant l'absence d'énergie est en soi une atteinte aux droits de l'homme. Les mesures d'efficacité énergétique, l'isolation des logements est fondamentale pour faire baisser la facture énergétique. Nous le savons, les ménages modestes n'ont pas souvent les moyens de faire les travaux de rénovation nécessaires. Pour remédier à cela, nous devons réfléchir ensemble au niveau européen à des mécanismes de financement innovants. Cependant, fort heureusement, la plupart des États européens prévoient des dispositifs spécifiques comme des tarifs sociaux pour protéger les plus faibles. Dans le monde, la réalité de la pauvreté énergétique montre malheureusement un autre visage. Plus d'1 milliard d'individus n'ont pas accès à l'électricité. L'absence de services énergétiques modernes représente une entrave au développement de ces pays du Sud et se traduit par des situations dramatiques pour leurs concitoyens. À cette vulnérabilité s'ajoute celle induite par les changements climatiques. Qu'il s'agisse de la montée des eaux ou des catastrophes naturelles comme la sécheresse ou les inondations, malgré l'actualité récente, force est de constater qu'elles touchent et toucheront principalement des pays pauvres, entraînant des migrations forcées. Si la disparition de certaines îles du Pacifique ou de l'océan Indien est souvent citée en exemple pour évoquer la notion de réfugiés climatiques, nous ne devons pas oublier que le changement climatique aura un impact fort sur les régions agricoles d'Afrique subsaharienne, par exemple. Nous devons aussi avoir conscience que la grande majorité des migrations environnementales seront vraisemblablement internes, nous obligeant à réexaminer nos dispositifs relatifs aux personnes déplacées. Sans existence juridique, quel statut sera celui de ces réfugiés climatiques? La communauté internationale devra repenser ses instruments institutionnels pour que la solidarité internationale s'adapte à cette nouvelle forme de migration. Nous avons aujourd'hui une double responsabilité, celle de modifier nos comportements pour ralentir le changement climatique et éviter le pire, celle de promouvoir la solidarité énergétique en Europe et au-delà pour une énergie durable sûre. C'est notre devoir envers les générations futures. Bien entendu, j'approuve les rapports de nos deux excellents rapporteurs.